C'est les 6 questions podcast. Moi, c'est Azem, créateur et fondateur. Le concept est très simple, c'est d'extraire les meilleurs conseils des personnes les plus brillantes que je rencontre, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des athlètes ou même des influenceurs, en leur posant seulement 6 questions. Alors, c'est parti. Benjamin, tu es sportif et entrepreneur. Tu as travaillé chez le groupe Thales pendant 12 ans. En 2020, tu intègres Econda en tant que business developer. Seulement 3 ans après, tu rachètes l'entreprise et tu crois que l'intelligence collective est le meilleur moyen pour réussir. Comment tu es arrivé là? Comment je suis arrivé là? C'est une très bonne question, Azem. Merci encore pour cette prise de parole. C'est un vrai plaisir de partager ces quelques minutes avec toi et avec vous. Comment je suis arrivé là? Un petit peu par hasard. Car finalement, dans mon parcours, rien n'était écrit. Et quand je parle d'intelligence collective, je parle de l'intelligence des rencontres en fait. Et chaque fois, dans le parcours que j'ai eu, ce sont les rencontres qui ont fait que je suis allé à droite, à gauche. Et si j'en suis là aujourd'hui en tant que dirigeant d'Econda, c'est car j'ai eu la chance de faire il y a 3 ans et demi une très très belle rencontre. Une belle rencontre d'un collectif de 3 entrepreneurs qui voulaient lancer ce fabuleux projet qui est Econda, du coup, de l'intelligence collective pour de la stratégie d'entreprise. Et j'expliquerai peut-être un petit peu après ce que j'en ai fait. Et donc, du coup, cette rencontre de belles personnes il y a 3 ans ont fait que je suis aujourd'hui dirigeant et actionnaire d'Econda. Donc, pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que je ne suis pas resté tout seul dans mon coin et j'ai parlé avec plein de monde. Et s'ouvrir, et tu parles d'intelligence collective, moi je considère toujours qu'on est bien plus intelligent à plusieurs que tout seul et que des génies, il n'y en a plus trop. Des génies, c'est-à-dire qu'ils ont une grosse idée tout seul en fait. C'est que je conseille pas mal de dirigeants et d'entrepreneurs et je dis toujours que leur idée, il ne faut pas en être amoureux. Il ne faut pas être amoureux de son idée. Il ne faut pas hésiter à confronter son idée à la vie des autres. Et confronter, ça veut dire faire front avec et avancer avec en fait. Et écouter ce que les gens disent. Ok. Et quand tu dis il ne faut pas tomber amoureux de son idée, tu parles de pivot, de changement. Donc voir ce que le marché par exemple nous dit et puis pivoter, changer. Exactement. En fait, je pense que c'est fini les entrepreneurs qui vont passer 6 mois, 1 an à réfléchir à leur business model, à leur plan marketing, à leur product market fit. Non, il faut aller tout de suite confronter l'idée, même une bride d'idée. Et d'ailleurs, un jour, j'ai dit quelque chose à 200 entrepreneurs et je leur ai dit, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je crois que la meilleure idée, c'est de ne pas avoir d'idée. Et donc, en fait, c'est se lancer en tant qu'entrepreneur et on dire, on va faire du business, mais j'ai pas d'idée. Et en fait, c'est la somme des rencontres et la somme des idées avec lesquelles tu vas partager dans un réseau avec toi, avec vous, avec plein de monde, qui va faire que tu vas créer une idée en fait qui est assez géniale et ça sera la tienne en fait, ça sera la tienne. Alors il faut avoir bien sûr et en général tout le monde me dit oui mais sans idée ça marche pas. Je dis mais vous en avez quand même un petit peu des petites idées mais surtout vous avez des appétences. Et travailler dans ce que tu aimes faire, c'est la meilleure des idées en fait, c'est la meilleure des idées. Ok, d'accord, très bien. Et tu parles de l'intelligence collective, mais c'est quoi exactement l'intelligence collective? L'intelligence collective, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture aux autres. Et en fait, c'est de se dire qu'il faut aller à la rencontre de gens dans les réseaux, à la galette du pôle entrepreneurial où on s'est rencontrés, Azem. Et c'est un vrai plaisir de partager avec toi. C'est parler à ses clients, parler à ses fournisseurs. Et en fait, l'intelligence collective, c'est quoi? C'est aller au-delà du mail quoi. Je trouve que je suis assez anti-mail en fait en ce moment parce que je trouve que derrière un mail il y a pas de communication, c'est pas une communication et donc du coup c'est toujours prendre le devant, prendre le parti, dire et tu sais Azem, il y a plein de personnes que vous allez rencontrer qui vont vous dire il faut qu'on se fasse une bouffe, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se voit. Non, on se voit. Quand est-ce qu'on se voit? Demain, après-demain, c'est ce qu'on a fait ensemble. Avec Azem, on s'est rencontrés la semaine dernière. Et on n'a pas dit il faut qu'on se reparle. Ça ne marche pas dans le business. C'est ça. Et j'aime bien parce qu'on est action-réaction tous les deux, donc ça direct calé.
Exactement. Tu m'as dit, allez, pitch-moi quelque chose. Voilà, exactement. Et je t'ai challengé. Tu m'as challengé. Moi, j'aime bien les challenges aussi. Je lui pitch le podcast. Il me dit, allez, c'est parti, c'est vendu. C'est quand? On a ouvert l'agenda, tac, 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 on a synchronisé. Donc exactement. Ouais, c'est la vitesse aussi. Hein. C'est dans le business, dans la vie perso, pro, dans le sport, c'est partout. Je trouve que c'est hyper important aussi d'être, on va dire, réactif directement en fait. Tout à fait. Action-réaction, tu as rencontré quelqu'un, ouais, pourquoi pas caler un rendez-vous maintenant quoi. On y va. Ouais. Si on sent les choses. Et en fait, il faut être très intuitif dans le business. Moi, je trouve que moi, je suis quelqu'un d'intuitif et je sens les choses. Enfin, on arrive à sentir les choses et le fit est passé avec toi et avec d'autres personnes. Et donc, du coup, on y va. Quoi. Pour finir sur l'intelligence collective et comment je l'ai lié dans mon business à moi, en fait, chez Econda, c'est que nous, en fait, on fait de la stratégie d'entreprise. Donc, la stratégie d'entreprise pour tout type de dirigeants. Et on ne fait pas la stratégie d'entreprise grâce à nous, ce qu'on sait. Okay. Nous, on part du principe qu'on ne sait pas grand-chose. Et ça me va très bien de ne pas savoir grand-chose. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est aller chercher, aller faire de l'intelligence collective avec les clients de mes propres clients. Et donc, avant de diligenter une stratégie d'entreprise pour mon propre client, on va faire une somme d'écoute client qualitative, donc au téléphone ou en rencontre, où on va créer en fait une interaction positive qui va faire qu'ils vont nous dire des choses, des idées, des challenges, ils vont nous challenger sur la proposition de valeur actuelle de l'entreprise pour laquelle je suis son client, son partenaire. Et donc, du coup, tu contactes les clients de exactement. Client. Je sors d'une écoute client à 8h ce matin, j'avais une écoute client et donc du coup pour un de mes clients, j'ai appelé son propre client qui m'a dit que ça serait bien dans le contexte actuel de développer un tel business là-dessus, de marketer le produit, d'avoir une offre plus globale. Et cette idée-là, l'offre plus globale par exemple, qui est sortie ce matin, je trouve une super idée d'ailleurs, je n'avais pas imaginé. Et donc ça là, j'ai une écoute pour ce même client, d'un autre client, tout à l'heure à 11h. Et je vais lui reparler de ça, il va me dire son avis et donc il va ajouter des choses. Et donc c'est ça l'intelligence collective chez Econda en fait, c'est comment on arrive à créer des innovations de services, de business, de produits grâce à des échanges. Et comment on peut mettre ça en place pour son entreprise par exemple? Pour son entreprise, très clairement, moi je prône vraiment le réseau et donc du coup c'est se forcer. Alors nous on avait un KPI, un indicateur qui était assez intéressant, c'était celui de se dire à la fin de la semaine combien de fois on a pitché Econda. D'accord. C'est ça l'intelligence collective, c'est combien de fois tu as parlé de ta boîte en fait, ou tu as parlé de toi en fait. Si à la fin de la semaine, en tant que dirigeant ou tu parles de toute l'équipe? Non, mon équipe aussi. Mon équipe aussi. Et en fait, je considère, moi, donc on est sportifs tous les deux, moi je considère qu'un entrepreneur, un business développeur, c'est un sportif de haut niveau. Il faut s'entraîner. Un sportif de haut niveau, on n'a jamais vu des mecs qui étaient des génies qui n'avaient pas besoin de s'entraîner. Et donc du coup, un entrepreneur, un business développeur, il s'entraîne. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on avait mis cet indicateur-là, de se dire combien de fois tu as pitché Econda dans la semaine. Si on dit on l'a pitché 2 fois, on n'est pas top. Si on dit on l'a pitché 50 fois, là on est bon. Là, on est bon. Et c'est ça l'intelligence collective. C'est pas le pitch, c'est surtout le retour du pitch. C'est de se dire, moi je te pitch ma boîte, qu'est-ce que tu en penses? Et donc en fait, ça se retraduit très concrètement par une stratégie de questionnement. Toujours des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu penses de ce que je t'ai dit? Comment je peux t'accompagner? Comment je peux t'aider? Et donc, du coup, une vraie esprit d'ouverture. Mais ça tombe très bien parce que c'est la 3e question. C'est vrai. C'est quoi, t'as vu? Je l'ai dans mes pensées. C'est quoi une stratégie d'écoute client? Alors, ça, une stratégie d'écoute client, pour moi, c'est très clair et c'est même pas une stratégie qu'on devrait se poser comme question, ça devrait être dans toutes les boîtes comme ça. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, moi je considère qu'il y a 2 types d'entreprises. Les entreprises endogènes. Une entreprise endogène est une entreprise qui va réfléchir, qui va réagir, qui va prendre des décisions par rapport à ses propres problématiques ou ses propres idées ou croyances. Je pense qu'il est bon de sortir ce produit-là ou ce service-là. Je le pense moi en tant qu'entreprise. Donc du coup, endogène, on réfléchit par rapport à ses propres problématiques à soi. Même en termes d'organisation, par exemple. Je vais changer l'organisation parce que ça sera plus... Voilà, on se regarde le nombril. Et maintenant, il y a des entreprises exogènes. Des entreprises qui vont réfléchir, qui vont réagir, qui vont prendre des décisions par rapport à l'environnement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont partir effectivement d'une idée qu'ils ont eux, mais surtout ils vont la confronter à leurs clients, à leurs partenaires, à leurs fournisseurs, à leur écosystème, à plein de gens en fait. Et donc ils vont réagir par rapport à ce qui se passe autour.
Et ça, en fait, on voit qu'avant, les entreprises endogènes étaient plutôt des entreprises expertes. On a une expertise dans un tel domaine, une expertise produit, et donc du coup, effectivement, on peut faire ça. Sauf que maintenant, ça n'existe plus, quoi. Il n'y a quasiment plus d'entreprises qui ont ce genre de choses-là. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il est hyper important d'aller faire des stratégies d'écoute client. Et j'irai même plus loin. Client, c'est même pas que partenaire, fournisseur, des gens qui te connaissent un peu, te dire qu'est-ce que, selon toi, il serait bien que Iconda propose à ses clients demain, par exemple. À un peu n'importe qui. Ok, donc on est en train de co-créer une offre avec le client. Exactement. Tu as parlé de co-création, en fait, et tout ça. D'identifier une stratégie d'écoute client, avoir une vraie stratégie d'écoute client, fait que les gens autour de toi vont être plutôt des partenaires, voire des partenaires stratégiques dans ton développement. En fait. Ils vont créer avec toi. Et imagine-toi qu'on développe avec tes clients, tu développes un nouveau service avec 5 de tes clients. Par exemple, tu as choisi 5 de tes clients pour faire des proof of concept de tel ou tel produit, de tel ou tel concept. Et bien, si ça marche, ces 5 clients, et bien, du coup, comme ils auront participé à la création de ce service-là, ils vont te l'acheter. C'est clair. Et au final, tes clients, c'est eux qui vont te faire soit ta réussite, soit ta perte. Parce que c'est ton client qui paye ton salaire à la fin. Le client est roi, comme on dit. Alors, le client est roi et au-delà de ça, en fait, je pense qu'un roi, on a du mal à aller lui demander son avis. Moi, je pense qu'en fait, il est roi, mais il est aussi c'est plus un partenaire quoi. Alors, il y aura un truc à définir ensemble, mais parce qu'il est aussi hyper important dans une relation client d'avoir une relation équilibrée. C'est-à-dire qu'un client, on lui dit non. Un roi, on a du mal à lui dire non. Mais on peut lui dire non parce qu'en fait, on est partenaire en fait. Avant, on était client, fournisseur ou sous-traitant. C'est fini ça. Ça, c'est fini, ça n'existe plus. Maintenant, on est partenaire stratégique. Et donc, du coup, équilibrer la relation, c'est un axe hyper important et il ne faut pas hésiter à lui poser la question de comment équilibrer la relation quand on est partenaire de ses clients. Ok. Et donc, si on est en prestation de service, comment on peut mettre ça en place, la stratégie d'écoute client? Comment faire, par exemple? Bien sûr, alors du coup, c'est une très bonne question. Client, tu vas avoir un feedback, un retour. Exactement. Et on va dire des conseils ou des pistes pour améliorer justement son service. Parce que le produit, il est déjà créé, mais le service, c'est le sur-mesure. Exactement. Personnaliser, ajouter des trucs. Tout à fait. Et j'irai même plus loin, dans le service, il y a l'expérience client. Il y a ce que tu vas faire vivre à ton client autour de ton produit, en fait, qui est vachement bien. Merci pour cette très bonne question parce qu'elle est hyper importante. Tout le monde pense et je veux casser une barrière, que l'écoute client, c'est le commercial. Que le client, c'est le commercial c'est le client du commercial Tartampion, c'est le client de Bernard. Non, le client, c'est le client de tout le monde. Et tout le monde dans l'entreprise a un rôle à jouer dans l'écoute client. Que ce soit effectivement le commercial, mais aussi l'ADV qui gère plutôt la logistique, par exemple, les gens à la compta qui font des factures, parce qu'il y a une interaction avec le client. Et ça, c'est la première chose. Donc, dans ton entreprise, tout le monde doit faire de l'écoute client. Première chose. La deuxième chose, c'est que chez ton client, il n'y a pas que l'acheteur. Il y a aussi le DG, il y a aussi le responsable approvisionnement, il y a aussi la responsable qualité, il y a aussi le responsable bureau d'études. Et en fait, l'idée d'une stratégie d'écoute client gagnante, c'est que vous avez compris que tous les acteurs de l'entreprise étaient acteurs de l'écoute client et tous les acteurs de client doivent être aussi. Et donc, du coup, en fait, c'est de matcher ça. Tu vois, c'est de matcher ça. C'est ça l'écoute client qui marche, en fait. Une écoute client qui marche, c'est une écoute client multicanal. Et ça, c'est l'expérience client. C'est tous les touch points de ton expérience client. À quel moment ton client, il rentre en relation avec toi. Et ça, en fait, l'idée, il faut que ça soit excellent. Il faut que ça soit excellent. Et effectivement, ce truc-là, c'est pour moi, c'est la différenciation de demain. C'est qu'est-ce que tu vas faire vivre à ton client en termes d'expérience. Et après, juste pour finir là-dessus, il y a des bonnes techniques, il y a des bonnes pratiques pour écouter un client. Il y a des postures. Ça m'intéresse. À avoir. Par exemple, si je te dis qu'à chaque fois que je vois quelqu'un ou je vois un client, à la fin, je finis toujours en lui disant merci monsieur Pascal. Pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour toi? Au-delà du business, te mettre en relation, faire, je sais pas, tu as une problématique pour acheter ça. 90% des fois,
il n'y a pas de réponse à ça. Ouais. Mais c'est pas grave. Parce que l'on pas vu venir. Ouais, exactement. Mais en fait, je veux pas une réponse à ça. Je veux surtout laisser, et dans 100% des cas, mon client, il part en disant, ok, il m'a demandé ce que j'avais besoin en plus, il s'est ouvert à moi, et donc en fait, la prochaine fois que j'aurai quelque chose de près ou de loin, je lui poserai la question, quoi. Et donc en fait, c'est ça l'ouverture, en fait. C'est ça l'ouverture. Ah oui. Et donc l'ouverture se fait, et la stratégie d'écoute client se fait avec plein de bonnes pratiques. Et tu sais la meilleure question que j'adore poser? C'est quoi? C'est celle que je pose pas. C'est celle que je pose pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Okay. La meilleure question, c'est le blanc, en fait. C'est-à-dire que quand un client, on voit dans une écoute client ou dans une discussion qu'il est en train de réfléchir. D'accord. Et qu'il a envie de me dire un truc, mais il ne sait pas trop, ben en fait, tu mets un blanc. Tu mets un blanc entre toi et ton client. Ouais. Et le blanc, il peut rester 20 secondes. Hein. Et toi, tu es à l'aise avec ce blanc, donc ça va bien. En général, les gens ne sont pas très à l'aise avec ce blanc. Et donc, du coup, ton client, il va être un petit peu obligé, se sentir un petit peu obligé de casser ce blanc-là, parce que la nature a horreur du vide. Et du coup, il va te dire un truc qu'il n'a pas envie de te dire, en fait, ou qu'il n'avait pas prévu de te dire. Et ça, c'est une indication hyper clé. Ouais. Et donc ça, c'est un peu notre outil de destruction massive. Je viens de partager un secret. Hein. Ok, ouais. Mais du coup, pour toi, c'est la 4e question. À quoi ressemble un parcours client idéal? Tu sais, tu as parlé de l'expérience client, de retour, de l'écoute client, c'est indispensable. Mais on voit qu'il y a plein de trucs à faire en fait. Il faut utiliser le client, il faut livrer, il faut facturer. Exactement, déjà facturer, ouais, fidéliser, etc. Et comment lier tout ça, tu vois, comment créer le parcours client, on va dire, idéal pour à la fois fluidifier, on va dire, son parcours, comme ça le client il est clair et c'est quelles sont les prochaines étapes, etc. Exactement. Et pour à la fin avoir son retour, fidéliser, etc. Donc pour toi, quel est le parcours client idéal? Restons sur notre exemple, là. Une entreprise, une prestation de service, comment on peut mettre en place un parcours client, on va dire, complet? Ok, alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut le réfléchir, le parcours client. Le parcours client, c'est comme dans la stratégie d'entreprise, il faut se poser. Quel parcours client, quelle expérience j'ai envie de faire vivre à mes clients? Okay. Donc déjà, ça c'est la première chose, de le conscientiser. Ok. Moi, je parle toujours de conscientisation et d'écrire. Donc le mapper, l'écrire. De mapper, de dire ok, il va y avoir là, le commerce, le machin, l'ADV, les choses comme ça. Ça c'est la première chose. Ça, c'est en interne. C'est de dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire vivre à mon client. Okay. La deuxième chose, dans la relation client, il y a un truc qui est au-dessus de tout, c'est la confiance. Créer de la confiance. Et du coup, quand on débute avec un client, le plus important, c'est de créer de la confiance. Et en fait, on va créer de la confiance grâce au parcours client et je vais t'expliquer comment. On l'a mappé, le parcours client, on sait ce qu'on va lui faire vivre. Et ben on va lui expliquer au départ. Au départ, on va lui expliquer. On va lui expliquer ce qu'il va vivre en fait. On va lui dire, bah, tu vois, tu vas rentrer chez Equanda et tu vas passer par là, tu auras une réunion ici avec Pierre, tu vas faire ça, là, il y aura un petit blanc. Et donc en fait, expliquer les choses et surtout les faire derrière, donc faire ce qu'on a dit, ça apporte de la confiance. Et surtout, la crédibilité. Exactement. Ouais. Et surtout, le client, il sait ce qui va se passer en fait. Il sait ce qui va se passer. Il sait qu'il ne va pas y avoir que Benjamin qui va parler avec lui. Il va y avoir Pierre aussi. Il sait aussi qu'il ne va pas y avoir que lui. Il ne va pas y avoir que l'acheteur. Il va y avoir le responsable. Et donc, du coup, ça, c'est la première chose. Donc, l'écrire et le partager au client pour qu'il voit. En fait, tu vois un tunnel. Tu vois un tunnel. Très souvent, 90% des boîtes ont un parcours client qui est un tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre au départ. On voit, donc on fait rentrer le client au départ dans le tunnel et on voit au fin fond, on sait qu'au fin fond il y a une sortie, on le sait, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être, on ne sait pas si à l'intérieur il va y avoir des choses. Ah oui. Et donc en fait, on appelle ça l'effet tunnel, notamment dans la gestion de projet ou dans le parcours client. Et il ne faut surtout pas ça en fait. Il ne faut surtout pas que ton client rentre dans une boîte noire et dit je ne sais pas ce que Equanda va nous faire vivre en fait. Et ça, c'est hyper frustrant. Et là, on perd de la confiance. Et donc, du coup, ça, c'est horrible. Et donc, du coup, c'est pour ça que mapper l'expérience client et lui dire ce que tu vas faire vivre, ça marche. Et après, un parcours client qui marche, comme je te l'ai dit, c'est un parcours client qui est multicanal. D'accord. Un parcours client, tu as eu une notification LinkedIn. Ça rentre dans le parcours client. Parce qu'en fait, à un moment donné,
tu as mis un pouce sur la publication de ton client et donc du coup il a pensé à toi. Oui, d'accord. Et donc en fait un parcours client omnicanal, c'est via les réseaux sociaux, c'est via les mails, c'est via le téléphone, c'est via le réseau, c'est via des rencontres physiques, c'est via une gestion de projet où on sait qu'à un moment donné il va falloir qu'on partage des documents ou qu'on bosse ensemble en fait. Et c'est ça le parcours client, c'est le grand parcours client qu'on appelle l'expérience client en fait. Wow. Et il faut que à chaque fois que tu as une relation avec ton client, toi ou tes collabs, essaie de l'enchanter ce moment-là. De se dire comment, si moi j'étais à la place donc avoir un peu d'empathie, si moi j'étais de l'autre côté, qu'est-ce qui ferait que c'est génial quoi. Et donc en fait, tu vas essayer d'enlever tous les petits irritants, tous les petits cailloux dans la chaussure qui fait que du coup l'expérience client, elle peut être inoubliable. Exactement. Wow. Et ton client, il ne restera pas par ton service, il ne restera pas pour ton produit, il restera pour l'expérience client que tu l'as fait vivre. Waouh, énorme, d'accord. Ce podcast est sponsorisé par Nader Media, donc c'est une agence de marketing digital qui accompagne les petites entreprises à développer leur notoriété, créer une communauté et trouver des clients grâce aux réseaux sociaux en mettant en place une stratégie digitale, la création de contenu et le community management. Donc c'est une agence qui gère la communication de A à Z. Visitez nadermedia.fr aujourd'hui pour profiter d'un audit 100% gratuit, un audit digital de votre communication digitale et réseaux sociaux. Donc c'est nadermedia.fr, à vous de jouer. Et est-ce qu'il y a on va dire, des étapes à respecter ou des choses à ne pas louper en créant son parcours client? Ça peut être par exemple un rendez-vous à la fin pour avoir son retour, tu vois, son exactement, feedback, etc. Super. Il y a des grands jalons à respecter. Ouais. Comme je te l'ai dit, un parcours client ou une nouvelle expérience ou une nouvelle vision avec un client, ben c'est un projet un peu, c'est un grand projet. Donc du coup, un projet, c'est un début et une fin. Donc du coup, ne jamais oublier le kick-off meeting, le démarrage. Ouais. Et de redire les choses, même si on les a déjà dit, de les écrire. Qui est-ce qui va parler avec qui? Toi, tu vas être en relation avec lui. Donc, le kick-off, c'est l'obligation. D'accord. Le end-off, à la fin, le retex, retour sur obligatoire aussi. Obligatoire aussi, et ça, je vais te faire une petite confidence en fait. Ouais. C'est important, effectivement, de faire un retex, de savoir comment ça s'est passé et puis d'améliorer son service. Mais c'est surtout, et moi d'ailleurs, dans Iconda, en fait, cette réunion, on appelle ça une réunion feedback à 6 mois. Ouais. Cette réunion feedback à 6 mois, c'est pas un coût de production, c'est un coût de commerce. Wow, je t'explique. En fait, c'est un rendez-vous commercial en fait. Ouais, d'accord. C'est un rendez-vous commercial, tu sais pourquoi? Demander des recommandations. Exactement, tu as tout compris. Il y a deux choses. C'est pour revendre au client pour qui on a fait le boulot, première chose, mais surtout comment le client pour qui on a fait le boulot, s'il est content, et ça, on bosse tous pour qu'il soit content, comment il nous recommande dans son réseau en fait. Comment il nous recommande dans son réseau. C'est hyper important le bouche à oreille. Donc, exactement. Bah, la recommandation, si tu n'es pas recommandé aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Il faut sortir les rames, on part de loin. Quoi. Mais c'est exactement ça. Et je le vois chez mes clients aussi. Quand on bosse le marketing, je dis écoutez, le marketing va attirer les clients. Par contre, le service derrière, l'expérience, c'est ce qui fait fidéliser les clients. On va les faire rester. Exactement. Et les faire venir. 100 clients et puis le service derrière, il n'est pas bon. Ouais, donc dans l'idéal, il faut vraiment attirer des clients, donner envie aux clients de bosser avec nous, mais fidéliser. Tu vois, avoir un parcours qui tient la route, s'intéresser vraiment et sincèrement aux clients, tu vois, vouloir l'aider, comme tu l'as dit tout à l'heure, demander au client, ok, comment je peux t'aider? Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce que tu as d'autres questions, etc. Pour avoir en fait ce lien fort, on va dire, avec le client, pour qu'il puisse te faire confiance et te confier si jamais il y a des soucis, etc. Exactement. Donc c'est hyper important. Comment du coup obtenir un feedback client? On dit un feedback client, quand je parle de feedback client, on pense direct, tu vois, à la vie Google, 5 étoiles. Ouais. Mais je pense qu'il y a, c'est loin de, comment dire, c'est plus important que ça, quoi, tu vois. Il y a d'autres choses à creuser. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Déjà, un feedback, moi je considère toujours que c'est un cadeau. Ouais. Qu'il soit positif ou négatif, c'est un cadeau. D'accord. Parce que ça te fera progresser. Et donc, du coup, ça c'est hyper important de se le dire et de conscientiser qu'un feedback, c'est un cadeau. Par contre, un feedback, c'est une notion de courage. Il faut avoir le courage d'aller demander à son client, surtout si on sent qu'on n'a pas été bon par exemple.
Il faut avoir le courage d'y aller. Mais c'est ça l'entrepreneuriat, c'est avoir du courage, quoi. Ouais. C'est avoir du courage, et donc du coup, c'est avoir du courage de se dire, ben, allez, on y va. Ben, on va accueillir en fait les critiques, hein, soit faut dire les choses, négatif, exactement. Et en fait, et ce qui est important, c'est que un feedback bien fait, quand on, du coup, le conseil que je vous donne, c'est allez-y et au plus tôt. Dès que, en fait, on a tous eu ce moment-là où on s'est dit, qu'est-ce qu'il doit penser? Ouais, ça va aller mieux. On va laisser passer, ça va aller mieux. Non, là on l'appelle. On dit, je sens qu'il y a peut-être un petit truc, un petit flou, un petit signal faible sur la dernière réunion où tu n'étais peut-être pas content. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, le feedback, c'est le faire au plus tôt. Pas attendre la fameuse réunion dont on a parlé, le rétexte. Le feedback, c'est tout le temps en fait. C'est tout le temps. Oui. Okay. Est-ce que du coup, je viens de t'envoyer un devis, qu'est-ce que tu en as pensé? Des choses comme ça. Donc ça, le feedback client, pour ça, c'est le faire tout au long de l'expérience que tu lui fais vivre. Ça, c'est hyper important. Et c'est le faire à tous les niveaux de l'expérience client, par tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que toi, commercial par exemple, qui demande le feedback. Non, c'est tout le monde à chaque fois. Toujours de valider les choses, la prod, la DV, est-ce que vous avez été… Mais même, ne serait-ce que de dire, ok, vous avez bien reçu la facture, est-ce que vous allez ou des choses comme ça, on va vous payer. Et donc le feedback, c'est ultra important. Et comme je te dis, c'est prendre un risque à un moment donné. D'aller vers les choses, et d'oser aussi, quoi. Oser demander au client. Exactement. Et le pire, c'est que quand on sent qu'on a un problème, quand on sent qu'on n'a pas été bon, et ben, si nous on le sent, c'est sûr que les autres le ressentent, quoi. Ça, c'est la première chose, quoi. Et la deuxième chose, c'est que plus on attend, plus le problème, en fait, il va grandir dans la tête du client. Et faire un feedback client, c'est lui offrir l'opportunité, vraiment lui offrir l'opportunité de lâcher ses problèmes, en fait. De dire, ok, non, là j'ai été déçu, quoi. Tout de suite, pour que cette petite déception ne grandisse pas dans sa tête en lui offrant pas l'opportunité d'en parler, quoi. Et donc du coup, faire un feedback client, c'est un peu comme, c'est vraiment s'ouvrir. Et une fois qu'on a dit ce qui allait pas, toi, en tant que personne qui demande du feedback, tu accueilles. Tu dis, ok, j'entends beaucoup ce que vous dites, merci pour ce feedback-là. Et d'ailleurs, vous, client, qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire pour que ça n'arrive plus la prochaine fois? Tu es en train de co-créer. Exactement, tu as compris. Ouais. Le feedback devient en fait l'aliment pour t'améliorer demain. Et t'améliorer demain, pas par rapport à ton idée, par rapport à l'idée que ton client il va te dire. Et le coup d'après, je sais pas, une réunion qui s'est mal passée, il te dit, bah ouais, parce qu'on n'est pas arrivé à l'heure, il n'y avait pas d'agenda, ça marchait pas. Ouais. Le coup d'après, tu arrives avec un agenda, on a fini à l'heure, machin. Le client, il se dit, waouh, quoi. Il se dit waouh, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est à tous les étages de la fusée, chez toutes les personnes qui ont une relation avec les clients, toujours poser ce feedback-là, effectivement. Mais même la petite astuce qu'on peut se dire, c'est qu'une réunion, n'importe quelle réunion, a un objectif. Donc, on dit, OK, on passe 1 heure pour tel objectif. Et à la fin, on demande le feedback. Est-ce que l'objectif de la réunion, selon vous, il est atteint? Oui, non. Ah, oui. Ah, il y en a un petit peu. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, moi, j'ai pas eu assez de temps de parole. Feedback de la réunion aussi. Avec le client et l'équipe. Avec le client, avec l'équipe, avec ton équipe, avec tout le monde. Dans tout type de réunion, tu peux le faire. Par exemple. C'est en fait la culture du feedback. Et la dernière chose que je vais venir sur le feedback, c'est que c'est vraiment offrir un cadeau d'écouter les gens. Que ce soit un client, un partenaire, un collab, n'importe qui. C'est un cadeau d'être écouté en fait. Et les gens aiment beaucoup être écoutés. Wow, d'accord, très bien. Parlant de l'écoute, je vais te lancer un challenge et je vais t'écouter. Un challenge? Moi j'adore. Parce que tu aimes les challenges. Hein. Ça s'appelle la Nadav Mania. Je vais te poser 3 questions. Tu auras 3 minutes par question à peu près. La première question, c'est quels sont les 3 secrets pour être aussi efficace au quotidien en tant qu'entrepreneur? Les 3 secrets, allez, en 3 minutes. Le premier, et je le mets au plus haut, entretenir son réseau. Ouais. Entretenir son réseau. Et donc au quotidien, de se dire, comment faire pour que j'ai à la fin de la journée 2 personnes de plus qui me connaissent moi ou qui connaissent ma boîte, quoi. Donc ça, c'est la première chose. L'autre secret, c'est l'organisation. Il y a un triptyque dans la vie d'un entrepreneur. Il y a sa famille, il y a lui et il y a son boulot, sa boîte. Et en fait, je considère que ce triptyque, il doit être à peu près équivalent en termes d'effort, en termes de
ouais, en termes de temps. Et donc du coup, il ne faut pas que dans ces trois choses, il y ait quelque chose faut pas qu'on oublie sa famille, bien sûr. Il ne faut pas qu'on s'oublie soi, ou il ne faut pas qu'on oublie sa boîte, quoi. Et très souvent, en fait, les entrepreneurs, ils ne pensent qu'à leur boîte, ils pensent aussi un peu à leur famille, mais ils s'oublient eux personnellement. Et en fait, je pense que ce triptyque est important. Et donc quotidiennement, c'est veiller à ça, en fait. Et je t'ai parlé juste avant. En fait, on fait du sport tous les deux. Et du coup, je t'ai parlé que j'allais du temps de midi faire du vélo. Et ça, c'est un truc, effectivement, c'est du temps pour toi. C'est du temps pour moi. Et c'est assez non négociable, quoi. Même mes clients, là, il y a 3 semaines, j'ai annulé une réunion pour aller faire du vélo, quoi. Très bien. D'accord. Donc voilà, mais les deux. Et je vais t'en trouver un autre secret pour être efficace. Efficace au quotidien. Alors, moi, je suis adepte du 80-20 et attention à la surqualité. Ouais. Donc, je lis les deux, en fait. Je lis les deux. Donc, le 80-20, je ne sais pas si tout le monde sait, mais en fait, c'est que du coup, les 20%, pour finir une tâche à 100%, les 20 derniers pourcents, en fait, vont demander énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Et très souvent, en fait, il faut aller jusqu'à 80, 85 et peut-être s'arrêter parce que finalement, ce gros effort, ce sera peut-être de la surqualité. Et donc, le dernier point que je vous partage, c'est l'efficience, en fait. Pas l'efficacité, l'efficience. Ouais. C'est que essayer de voir quelle énergie je peux mettre à quelle tâche et pas plus, quoi. Et pas plus. Ouais, Par exemple, je prends juste un exemple très très concret. Je manage mes collabs un peu comme ça. Je sais que j'ai un truc à leur demander en fait. Et ben je vais pas leur demander une semaine avant parce que je sais qu'ils pourraient passer la semaine à faire ça, quoi. Alors que je sais qu'en 2 heures ça peut. Et donc du coup, je vais leur demander 5 heures avant. Je leur dis hop, on fait un point sur le projet Tartampion. Il me dit c'est un peu tard. Je dis non. Je dis c'est un peu. Je dis je pense qu'en fait dans ce temps-là, il n'en faut pas plus, quoi. Et donc voilà, du coup, chaque chose, le temps de chaque tâche est hyper important d'aller objectiver ce truc-là, quoi. Parce que un paquet de boîtes sont dans la surqualité, quoi. On pourrait aller plus loin, on pourrait toujours être plus loin, mais il faut s'arrêter. C'est jamais parfait, quoi. Exactement. À un moment donné, il faut... Voilà, ça sera jamais parfait. Et surtout, est-ce que et là, on revient sur une entreprise exogène, en fait. Est-ce que le parfait est bénéfique pour ton ego, pour toi ou pour ton client, quoi. S'il n'est pas pour ton client et juste pour toi, c'est pas grave. D'accord, ouais, je vois très bien. D'accord. Deuxième question, quelles sont tes 3 règles d'or dans le business? Ça c'est une super question. B2B. Dans le business en général, en tant que… Non, c'est ma réponse. B2B, business to business. Ouais, alors business to business, moi j'ai toujours voulu créer des business en B2B. D'accord. Parce que c'est des choses qui sont pour moi plus simples à faire et clairement plus rémunérateur aussi. Plus rémunérateur et plus sur le long terme. Et donc du coup, une de mes règles d'or, c'était B2B. Je pense que tes clients aussi te comprennent mieux parce qu'ils ont… C'est en fait entrepreneur, exactement. boîte, je suis d'accord, on est un peu sur le même pied d'égalité. Là, on parle d'équilibre de la relation dont on parlait tout à l'heure, on se parle d'égal à égal. La deuxième règle d'or dans le business, c'est qu'il faut que ça soit scalable, mais moi je dis pas forcément scalable, mais au moins abonnable. Abonnable. Et donc du coup, on a 2 types de business. Les business où c'est du one shot, où on va vendre X 1000 euros à quelqu'un et du coup à chaque fois il va falloir lui vendre ça. Soit on lui vend un abonnement de 2 ans par an. Et donc en fait, et c'est le pivotement qu'on a fait chez Conda il y a 1 an maintenant, en fait, on a transformé notre business model en business model d'abonnement. Et en fait, il y a un truc qui est hyper important à les entrepreneurs, c'est la qualité de sommeil. Il faut bien dormir parce qu'il faut avoir de l'énergie. Et en fait, ce qui ne fait pas dormir, c'est le fait de ne pas avoir de visibilité, par exemple, sur le business. Passer sur de l'abonnement nous donne de la visibilité et de la sécurité qui fait qu'on dort mieux en fait. Et donc oui, l'abonnement c'est pour moi la base. Et je vais essayer de trouver une 3e règle d'or. Une 3e règle d'or. Peut-être en tant que chef d'entreprise, tu vois, comment gérer ta boîte, etc. Ouais, du coup, si la règle d'or c'est gouverner.
gouverner. Donc très peu, la gouvernance d'entreprise, la gouvernance d'une boîte est hyper claire. La gouvernance, c'est de savoir où est-ce qu'on va, la vision, comment on y va et avec quels moyens on y va, avec quels indicateurs et quels indicateurs. Et donc moi, j'aime beaucoup tout ce qui est indicateurs en fait. Ouais. Alors attention, les indicateurs, il en faut pas trop. Hein. Il en faut vraiment pas beaucoup. Dans une boîte, il en faut 3 quoi. Dans une boîte, en général, il en faut 3 pour piloter 3-4. Mais et surtout ces indicateurs en fait, ils sont hyper importants parce qu'ils doivent être modulables. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas le même indicateur quand tu lances une boîte. Qui seront plutôt des indicateurs tournés sales en fait, ou pipe ou lead, ou une boîte qui est en scale-up ou une boîte qui est en mode stabilisation. C'est pas les mêmes indicateurs. On n'a pas les mêmes objectifs. Exactement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut être très habile et très agile en fait avec ces indicateurs-là. Il faut savoir les changer en fait en fonction des problématiques. Je sais pas, par exemple, si là actuellement j'ai pas de KPI sur la trésorerie, je sais que ma trésorerie, dans mon plan de trésorerie, ça va être un peu moins bon dans 3 mois. Du coup, je vais mettre un KPI là-dessus et je vais le regarder toutes les semaines par exemple. D'accord. Et donc c'est ça la troisième règle d'or, c'est gouverner quoi. C'est gouverner et le gouvernail en fait, le gouvernail dans un bateau, c'est de savoir où on va quoi. Tu vois, et donc du coup gouverner c'est ça quoi. Et en tant que chef d'entreprise, c'est d'amener à la fois tes collabs, tes partenaires, voire même tes clients là où tu as envie d'aller quoi. Ah oui, d'accord. Et quels sont tes 3 conseils pour les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs qui se lancent? Je l'ai dit au début, ne soyez pas amoureux de votre idée. Oui. La première idée, l'idée primaire qui sort de vous, dites-vous que c'est pas la meilleure. Dites-vous que c'est pas la meilleure. C'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est pas la destination. C'est le point de départ, c'est pas la destination. Effectivement, c'est le point de départ, mais la destination sera différente, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez avoir besoin de quelque chose qui est hyper important, messieurs, dames, les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs, c'est l'énergie. C'est de l'énergie. Vous voyez comme on est avec Azem, on est énergique, on fait du sport bizarrement pour avoir de l'énergie dans le boulot. Hein. Ouais, c'est vrai. Pour avoir dans le boulot. Et en fait, si on ne fait pas les choses avec énergie, ça ne marche pas. J'ai jamais vendu en disant bonjour, je suis content d'être là, c'est super. Non, ça marche pas. Ah ouais. Donc du coup, l'énergie, c'est la clé. Et au-delà de l'énergie, il faut croire en ce qu'on fait et il faut aimer ce qu'on fait quoi. Faut aimer ce qu'on fait et moi je l'ai toujours dit, mais l'entrepreneuriat c'est un seul but, choisir ses clients et choisir les gens avec qui on bosse en fait. Wow. Et travailler avec des gens qu'on apprécie, avec des gens qui ont des fois les mêmes valeurs, les mêmes passions. Je te l'ai dit, je suis sportif en fait et j'ai des clients maintenant avec qui on fait des réunions en vélo. Waouh, du temps de midi. Ah oui. Et donc il se reconnaîtra s'il nous regarde, Guillaume. Ou Fabien d'ailleurs et du coup on partage les mêmes passions et du coup mais on reste client partenaire donc voilà du coup faire un business dans votre zone où vous aimez être du coup ça fait qu'on a j'adore ce mindset. Ouais, en fait il faut pas juste aller chercher le chiffre, aller développer sa boîte, etc. mais pouvoir avoir pour objectif en fait de choisir ses clients. Exactement. Ça motive aussi. Ah ouais. Mais bien sûr, ouais. ça motive. Moi, comme je te le dis, j'adore le sport. J'essaye effectivement d'orienter un peu ma prospection vers des gens qui font du sport. Soit des gens qui font du sport, effectivement, parce que je parle la même langue en fait. Ouais, soit des boîtes qui sont dans le sport, hein. Un B2B, mais dans le sport aussi. Quoi. Donc du coup, effectivement, c'est… Wow. D'accord. Donc voilà mes trois insights. Ok, très bien. Et 6e et dernière question. Si tu avais été enfermé sur une île pendant un mois, sans internet, sans téléphone, sans portable, sans personne, mais que tu pouvais prendre un objet avec toi, tu choisiras quoi? Je choisirais un home trainer. Est-ce que tu sais ce que c'est un home trainer? Pas du tout. Donc c'est un objet où on met le vélo on met le vélo du coup sur l'home trainer et on peut faire du vélo en fait dedans. Okay. Et pourquoi? Parce que du coup sur cette fameuse île, je pourrais m'adonner à ma passion, le triathlon, parce que du coup s'il y a de l'île
Il y a de l'eau, donc je pourrais nager, je pourrais courir et je pourrais faire du vélo. Ah ouais, c'est innovatif ça. Ok. Merci beaucoup pour tes conseils, pour ceux et celles qui sont intéressés par ce que tu proposes et pour en savoir plus sur toi, sur Equanda, sur tes services ou tes futurs projets. Comment on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Alors du coup LinkedIn, vous tapez Benjamin Fournel sur LinkedIn et je mets tous les liens. Donc il y aura les liens et effectivement, alors moi j'essaye de répondre à toutes les sollicitations et de quasiment jamais refuser un rendez-vous. Donc ne pas hésiter, si je peux vous accompagner, si je peux vous aider, si je peux vous éclairer, ce sera avec grand plaisir. Et il y a d'autres projets pour le futur. Est-ce que tu peux nous lancer des pistes, peut-être des futurs projets? Ouais, effectivement, on a quelques projets autour de la formation et de l'accompagnement à de jeunes cadres dirigeants qui ont envie de booster leur carrière. Alors notre pitch, c'est de faire x2 sur votre salaire en moins de 3 ans. C'est ça le pitch. Donc si ça peut être intéressant pour vous, si vous avez envie de gagner 2 fois plus d'argent dans 3 ans, appelez-nous. On a peut-être des idées pour vous. Donc et toujours en partenariat, en entrepreneuriat avec quelqu'un d'autre, en associant avec quelqu'un d'autre. Et puis l'autre chose, c'est de continuer à créer des filiales. En fait, Equanda s'ouvre à des filiales régionales. Donc on a déjà ouvert une filiale régionale en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc là, nous, on a Saint-Étienne. Et on aimerait en ouvrir un petit peu partout en France et dans le monde. Et donc, du coup, s'il y a des gens intéressés, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à m'appeler. Parfait. Merci beaucoup. Merci.